Bonsoir à tous, il est 20 h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 6 septembre. À la une ce soir, l'audience que le chef de l'État a accordée à la ministre sud-africaine chargée de la planification, du suivi et de l'évaluation. Les échanges ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. À suivre également la coopération Côte d'Ivoire-Chine. Après le séjour du chef de l'État en Chine, l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire présente les acquis du 3e sommet marqué par la signature de 18 accords. Le point dans ce 20 h. Et lundi, la rentrée scolaire, mais avant cette remise de matériel de plus de 4 milliards de francs CFA aux établissements, Kandia Camara invite les enseignants à respecter le programme scolaire. Et enfin, hors de nos frontières, 2 nouveaux cas d'Ebola confirmés à Butembo. C'est en République démocratique du Congo. Au total, 195 personnes ont été identifiées comme ayant été en contact avec ces 2 patients. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame Zuma, chez le président Alassane Ouattara ce jeudi, la ministre sud-africaine chargée de la planification, du suivi et de l'évaluation et le chef de l'État ont échangé sur les questions liées au développement de l'Afrique. Ils ont aussi parlé de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Compte rendu d'audience à Ouattouré. La ministre sud-africaine chargée de la planification, du suivi et de l'évaluation, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, est à Abidjan pour prendre part à la semaine de l'évaluation, un forum de la Banque africaine de développement placé sous le thème « Renforcer l'impact du développement ». L'occasion aussi pour Mme Zuma d'échanger avec le président de la République Alassane Ouattara sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Elle est venue plusieurs fois en Côte d'Ivoire et elle s'est rendue compte que depuis sa dernière visite en 1999, la situation en Côte d'Ivoire a véritablement changé. Elle est très heureuse de voir qu'il y a ce changement remarquable en Côte d'Ivoire. Elle a félicité donc le président de la République pour ses efforts. En Côte d'Ivoire, l'économie est basée sur l'agriculture évidemment, mais elle ne savait pas que la Côte d'Ivoire était le premier producteur d'anacarde. Et ils ont parlé, entre autres choses, de la nécessité de promouvoir la transformation des produits agricoles et au point de vue politique et économique, de promouvoir la coopération entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Le président a souhaité que le président d'Afrique du Sud puisse effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire. Elle va transmettre le message au président de l'Afrique du Sud. Ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, la ministre auprès du président d'Afrique du Sud chargée de la planification, du suivi et de l'évaluation, entend favoriser l'intégration africaine en vue de faciliter la mise en œuvre des domaines prioritaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Coopération Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, coopération également Côte d'Ivoire-Chine. Le président revient de la Chine, vous le savez. Ici, l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire clarifie tout ce qui a été dit pendant le séjour du chef de l'État. Le sommet de Beijing, les accords signés et 1900 milliards de francs CFA à investir dans divers projets. Les acquis de ce sommet dans ce reportage de Wodjon Télé-Soro et Herman Guivé. Journalistes et hommes de médias invités à une conférence de presse initiée par l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire. La représentation diplomatique de la Chine en Côte d'Ivoire se réjouit des accords conclus entre la Côte d'Ivoire et la Chine au cours du récent sommet Chine-Afrique tenu à Beijing les 3 et 4 septembre derniers. La Chine et l'Afrique entendent promouvoir la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route et associer étroitement cette initiative à l'agenda 2063 de l'Union africaine, au programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Les 2 parties vont mettre en œuvre en priorité les 8 initiatives majeures concernant la promotion industrielle,
connexion des infrastructures, la facilitation du commerce, le développement vert, le renforcement des capacités, la santé, les échanges humains et culturels, ainsi que la paix et la sécurité. Sur le plan culturel, les deux pays travailleront également au renforcement de leur collaboration. La création d'un centre culturel chinois à Abidjan est envisagée. Reste le repérage du terrain qui accueillera la bâtisse. L'ambassade de Chine y travaille. La Chine s'engage, comme en 2015 à Johannesburg, à tenir à nouveau ses engagements envers l'Afrique. Rappelons qu'en 2015, au cours du sommet qui s'était tenu en Afrique du Sud, 10 programmes de coopération avaient été établis. Plus de 90% d'entre eux ont été effectués. Au regard des multiples engagements et réalisations tenus par la Chine dans les pays africains partenaires, l'ambassade de Chine rassure, la Chine se veut un partenaire privilégié des pays africains en termes de développement. Dans l'actualité ce soir, le lundi 10 septembre prochain, c'est la rentrée scolaire. Déjà à la veille, la ministre de l'Éducation nationale remet du matériel aux établissements à hauteur de 4,6 milliards de francs CFA. Kandia Camara invite responsables d'établissements, inspecteurs de l'enseignement primaire et enseignants au respect du quorum horaire et du programme scolaire afin d'obtenir de meilleurs résultats. Didier Nguessan et Grace Kando. Des mallettes pédagogiques, 519 ordinateurs et box Wi-Fi d'une valeur totale de plus de 4,6 milliards de francs CFA distribués aux établissements primaires et secondaires de Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a procédé à la remise de ce matériel, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement, ce jeudi 6 septembre, lors de la cérémonie solennelle de rentrée scolaire au lycée Sainte-Marie de Cocody. Enseignants et parents d'élèves ont pris connaissance du calendrier scolaire et de son découpage. Nous avons pour le premier trimestre, en ce qui concerne l'enseignement général, 480 heures. Pour le second trimestre, 440 heures. Pour le troisième trimestre, 400 heures, soit un total de 1320 heures, disons 33 semaines. Après avoir rappelé les résultats satisfaisants des examens scolaires de l'année dernière, la ministre a fait plusieurs recommandations pour maintenir le cap. Le respect du quantum horaire, l'achèvement des programmes, le respect du format, du rythme et du nombre des évaluations. Aux gestionnaires de notre système éducatif, c'est à vous qu'il revient de planifier, d'organiser, de diriger et de contrôler l'ensemble des activités des structures placées sous votre responsabilité. Je vous invite donc à faire preuve de plus de responsabilité et d'anticipation afin que l'année nouvelle se déroule dans la sérénité. La rentrée des classes 2018-2019 est fixée au lundi 10 septembre 2018. Comme l'année dernière, elle est placée sous le thème du civisme. Les nouveaux bacheliers, sachez que la date limite des préinscriptions dans les universités et grandes écoles, initialement prévue pour ce jeudi, est prorogée jusqu'au 15 septembre, délai de rigueur. Les concernés sont invités eux-mêmes à faire leur préinscription sur la plateforme www.orientationsub.net, communiqué signé Dr Albert Mabritoakeus, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La foire Made in Côte d'Ivoire referme ses portes ce samedi. Notre reporter a fait un tour sur le site. C'est dans la commune de Port-Boué, sur la route de l'aéroport. Francis Boifo s'est intéressé à la boutique paysanne. Liqueur à base de mangue et liqueur à base de cacao. Regardez. Des produits transformés localement. On en trouve à la fois du Made in Côte d'Ivoire à Port-Boué, sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Je viens de prendre contact avec ce produit. C'est du coco baka à base de maïs. Et puis je crois que c'est épicé également. Pour moi, c'est une découverte. C'est vraiment un élan pour les Ivoiriens de s'auto-nourrir. J'ai eu l'occasion de pouvoir goûter le whisky, mais c'est fait à base de mangue et de cacao. Je pensais que c'était fait à l'étranger. Je ne savais pas que c'était fait ici et surtout à base de mangue. Et les mangues même de notre région. C'est vraiment intéressant. Parmi les visiteurs ce jeudi, Liran Doni.
7 ans en classe de CE2. Cette fillette a été séduite par ce stand qui fait la promotion du riz local. Je ne savais pas qu'en Côte d'Ivoire, nous, on avait du riz. Je pensais que c'était quitté loin pour venir. Avant, quand ma maman préparait le riz, je ne savais pas comment on fabriquait. Maintenant, quand je l'ai vu, j'étais contente. La voie du Made in Côte d'Ivoire, c'est aussi l'exposition des produits artisanaux. Ce qu'on voit ici, c'est le tabouret royal qui magnifie le roi avec ses instruments de musique. On a toute tendance de dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout est parti de là, les musiques modernes qu'on voit aujourd'hui, les instruments de musique modernes qu'on voit aujourd'hui. C'est à partant de ces instruments au fait archaïques de l'Afrique. Nous avons ici un escargot que nous avons réalisé à base de pièces de récupération. Vous voyez ici une roue dentée, c'est une pièce qu'on trouve dans le moteur de véhicule. Vous avez les écrous là pour faire les tétons et puis les chaînes de moto et de vélo pour border le bus. Donc je crois que toutes ces pièces relèvent de la ferraille où nous trouvons tout pour concevoir des produits d'autres utilitaires et donc des décorations. Des objets d'art, fruits de plusieurs heures de réflexion et de créativité. Malheureusement, peu vendus selon les artisans. On a besoin de nous encourager parce qu'on vit de notre là. Tant que ça n'achète pas, là, tu as vu, c'est pas intéressant parce qu'on dépense chaque jour que Dieu fait. Ouvert le 30 août dernier, la foire du Made in Côte d'Ivoire va refermer ses portes le 8 septembre prochain. 2 jours donc pour acheter et faire la promotion des produits transformés par les fabriques ivoiriennes. Et en image, la 2e édition du forum Avis Invest, lancé par le ministre des Ressources animales et halieutiques ce jeudi. C'est un forum qui vise à faire du secteur avicole ivoirien un secteur industriel de qualité. On part directement dans la région de l'Anyébi-Tiassa pour parler du retour de 50 ex-migrants à Azaguié, à l'Université de l'entrepreneuriat. C'est une seconde chance pour ces migrants qui ont eu une formation qui va leur permettre de se prendre en charge. Sidonie Davila. Dans ce centre d'incubation de plus de 20 hectares sont présents 50 ex-migrants. Ayant décidé de revenir au pays, ils participent à des projets de formation pour leur réintégration. Plusieurs formations couplées à la pratique s'offrent à eux à l'Université de l'entrepreneuriat à Azaguié, dans la région de l'Anyébi-Tiassa. Moi, j'ai choisi le domaine de l'élevage des poulets. Voilà, donc vraiment, je suis contente parce que je sais qu'avec ça, je peux aussi me faire valoir dans la société. Bien, j'ai opté pour le domaine animal. Je suis fier par rapport à l'offre. J'attends encore que ça aboutisse pour que nous autres, on donne des conseils de nos petits frères, nos grands frères qui veulent aussi partir de l'autre côté. Dans ce centre, ils partagent l'expérience de Séraphin Kwa, fondateur de cette école de formation qui a longtemps vécu hors de la Côte d'Ivoire. Son objectif, faire comprendre que l'Eldorado, c'est ici. Pour moi, c'est un défi que je dois relever. Je suis content, heureux que ces jeunes ont accepté volontairement de revenir dans leur pays. Selon une étude du BIT, l'agriculture en elle seule peut permettre d'embaucher 5 millions de jeunes. Et nous, École des entrepreneurs, nous avons compris. C'est pour ça que nous saisissons la balle au bon moment et nous félicitons l'OIM, l'Union européenne, l'État de Côte d'Ivoire pour tout ce qu'ils font pour ces jeunes. Cette seconde chance à ses compagnons d'aventure a un coût. Un montant de 2 millions d'euros, soit plus d'1 milliard, 300 millions de francs CFA, alloués à ce projet financé par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations. C'est un projet de formation et insertion de 50 personnes, 20 dans le secteur de la construction, 15 dans le secteur de la production animale et 15 production végétale. Ce n'est pas le seul projet que l'OIM et l'Union européenne et ses partenaires mettent en place. Il y a plusieurs projets similaires dans différents secteurs qu'on est en train de mettre en œuvre. Aux côtés de l'UE et de l'OIM, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur suit de près ces projets. L'idée n'est pas de faire une réintégration rapide, c'est de faire une bonne réintégration qui donc est durable, avec un bon rapport entre le retour, la réintégration et la réintégration durable. Et donc je voulais signifier tout l'engagement du gouvernement ivoirien de suivre aussi ces retours et cette réintégration et de nous rassurer que ce travail est fait conformément à la volonté du gouvernement de voir la jeunesse repartie sur des projets de réinsertion durables.
Selon le bilan du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, on compte à ce jour 3 804 Ivoiriens de retour au pays. 500 parmi eux bénéficient pour l'instant d'une assistance pour leur réinsertion. Et 120 agents communautaires mis en mission. C'est dans le cadre des filets sociaux productifs qui visent à améliorer les revenus des populations des zones rurales en leur octroyant chaque trimestre des allocations de 36 000 francs CFA. La suite avec Grace Kando. 120 agents communautaires issus de l'Institut national de formation sociale INFES, recrutés et formés dans le cadre du projet filets sociaux productifs. Ces agents auront pour mission de sensibiliser, d'informer et d'orienter les populations bénéficiaires des zones concernées. Nous avons suivi une formation de recyclage et de renforcement des capacités. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant à leur côté? C'est de les accompagner, de les mettre en association, les mettre en groupement ou en coopérative agricole afin de créer des activités génératives de revenus. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA sur la période 2015-2020, le projet filets socioproductifs consiste chaque trimestre à octroyer des allocations de 36 000 francs CFA à 35 000 ménages des zones rurales issues des centres nord et ouest. Le projet filets socioproductifs vise la réduction de l'extrême pauvreté. Avec le concours des partenaires, nous avons recruté 120 agents communautaires pour les aider et leur permettre de sortir de l'état de pauvreté pour se prendre totalement en charge. Le projet va s'étendre à l'ensemble du pays. Donc ça veut dire qu'au lieu de 120 jeunes gens, il va y avoir peut-être 200, 300 ou 400 jeunes qui vont avoir du travail et cela participe de la politique de réduction de pauvreté, surtout de l'insertion des jeunes dans le tissu social et professionnel. Pour appuyer le dispositif de suivi et de sécurité, les directeurs régionaux impliqués dans la mise en œuvre du projet filets socioproductifs ont reçu du matériel de communication pour les activités de sensibilisation et d'information. Au chapitre politique, le président du mouvement Sur les traces d'Houphouët-Boigny ratisse pour le RHDP unifié dans la région du Gontougo. Samedi dernier, à Taoudi, dans le département de Bondoukou, le président du mouvement a constaté le succès du parti unifié, nous dit Michel Digré. Nous, secrétaires généraux de section, réunis en RHDP unifié, suivant les traces d'Houphouët-Boigny avec le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. C'est une déclaration qui matérialise l'offensive de Kobena Kwasi Adjoumani dans le Gontougo. Le président du mouvement Sur les traces d'Houphouët-Boigny ratisse l'âge pour le RHDP parti unifié. À Taoudi, dans le département de Bondoukou, à la tribune de la cérémonie d'hommage, à Kwaku Yeboa Alexandre Grand-Bélier, dans l'ordre du PDCI, Kobena Kwasi Adjoumani a réaffirmé sa volonté d'enraciner les idéaux du RHDP parti unifié dans le Gontougo. C'est un grand agent de développement qui s'inscrit dans la logique du développement initié par le président Félix Houphouët-Boigny et qui aujourd'hui est continué par le président Alassane Ouattara. Donc nous sommes ici, non seulement pour le célébrer, mais pour aussi présenter le mouvement que nous avons mis en place. Lequel mouvement prend de plus en plus de l'envergure, de l'ampleur au niveau de la Côte d'Ivoire, mais surtout de la région. Vous avez vu la mobilisation de tous nos secrétaires de section et de nos délégués qui ont décidé de marcher sur les traces d'Houphouët-Boigny. À la suite d'un don de tricycle aux femmes de Taoudi, Kobena Kwasi Adjoumani a promis une ambulance pour très bientôt aux populations de cette localité. La commission de la CEDEAO organise depuis hier à Abidjan, et ce jusqu'à demain, une réunion pour mettre en place une stratégie d'intégration maritime. Il s'agit de créer une plateforme permettant d'améliorer les capacités opérationnelles des différents centres maritimes dans le golfe de Guinée pour faire face aux défis sécuritaires.
La Côte d'Ivoire, désignée point focal africain pour la vulgarisation du e-commerce, le commerce en ligne. Une convention a été signée à cet effet entre la Côte d'Ivoire et l'Union postale universelle à Addis Abeba. Franck Wadio est notre envoyé spécial en Éthiopie. Regardez. Bachar Hussein, secrétaire général de l'IPU, et Claude Isaac, des ministres de l'économie numérique et de la poste, peuvent apposer leur signature. C'est une convention entre l'Union postale universelle et l'État du Côte d'Ivoire, le pays choisi comme point focal pour la mise en œuvre du programme e-commerce, plateforme de commerce électronique. Cet accord est destiné à promouvoir le e-commerce. La Côte d'Ivoire est identifiée pour la promotion du volet économique, mais il y a aussi l'aspect local et surtout régional dans le cadre de la CEDEAO. Nous sommes très fiers de signer cet accord avec la Côte d'Ivoire, qui est un membre important de l'UPU. Que la Côte d'Ivoire, comme 5 autres pays, le Cameroun, la Tunisie, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Kenya, choisis pour le développement de certaines infrastructures et leurs efforts pour le déploiement de la fibre optique, entre autres. Cette signature revêt un sens particulier. Cette signature marque le définancement de ce projet-là. Donc, comme on a dit, nous espérons qu'en 2020, on va de façon concrète ce projet se réaliser sur le terrain. Donc ça va créer des emplois, ça va permettre aux PME, ça va permettre aussi à notre importation de se développer. Avec le secrétaire général de l'UPU, il a aussi été question des préparatifs du prochain congrès de l'Union, le 27e en 2020, en terre ivoirienne. Le ministre de la Poste et de l'économie numérique a aussi échangé avec plusieurs délégations, celle de l'Union panafricaine des postes conduite par son secrétaire général Younous Djibrine. Ensuite, le directeur général de la Poste de Turquie, organisateur du congrès de 2016. Puis, une délégation française. Nous avons parlé notamment justement de la préparation du congrès d'Abidjan en 2020, qui va être un grand moment pour l'Union postale universelle, parce que le congrès actuel n'est encore qu'un congrès intérimaire, et nous allons bien sûr travailler autant que nous le pourrons avec la Côte d'Ivoire pour que ce soit un succès. Nos deux pays sont très proches, ont une histoire ancienne, y compris une histoire philatélique et postale. La Côte d'Ivoire participera de façon active à la conférence stratégique ministérielle, une récente innovation de l'Union qui va prendre fin le 7 septembre. Il sera question de panels et de déclarations sur un thème précis, préparer le secteur postal pour promouvoir le développement socio-économique. Ici, on va s'intéresser à la tribune du GEPSI, plateforme d'échange et d'information initiée par le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Invité, le directeur général des impôts, il a expliqué le système fiscal ivoirien et le régime fiscal applicable aux entreprises de presse dans ce reportage de Jean-Luc Bangou. Si les entreprises de presse ont bénéficié de plusieurs mesures de soutien, comme les aménagements et abattements d'impôts, la plupart d'entre elles exercent encore dans une précarité financière. Une situation qui amène aujourd'hui les éditeurs de presse à solliciter un régime particulier et adapté à leur secteur. Par rapport à la spécificité donc, de notre secteur, nous avons proposé que ce secteur-là puisse bénéficier d'un régime fiscal particulier. On devrait assez rapidement pouvoir nous retrouver, aussi bien les éditeurs, les imprimeurs, au niveau du secteur donc, de la distribution, pour que nous puissions essayer donc de regarder et faire, je vais dire, des propositions globales. Les entreprises de presse restent soumises à la même fiscalité que les autres entreprises en activité en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général des impôts, à qui cette doléance a été soumise à la tribune du GEPSI. Il a surtout saisi l'occasion pour expliquer le système fiscal ivoirien de façon générale. Ce n'est pas le DG qui fait la fiscalité. Le DG prend acte de la demande du secteur. Je leur ai suggéré de porter donc le message auprès des autorités. L'exercice, c'est un exercice d'information, information réciproque et enregistrer éventuellement les difficultés que les entreprises du secteur ont à comprendre et à appliquer la législation fiscale afin que la corporation ne soit pas à l'écart du dispositif fiscal et que la fiscalité ne soit pas non plus un mystère pour les entreprises de presse. L'objectif, selon le directeur général des impôts, est de permettre aux entreprises de presse de se relever financièrement et de faire d'elles de bons contribuables.
Un mot de culture avec le lancement de la 24e édition du Festival national Vacances Culture. Thème, le pain tissé, richesse. Ils sont plus de 700 festivaliers repartis en 150 troupes qui sont en compétition dans 15 disciplines. Les temps forts avec Soro Corona, Mamadou. Festival national Vacances Culture, espace d'expression culturelle et artistique, de compétition, d'exposition et de valorisation des valeurs culturelles est à sa 24e édition. C'est la ville de Korogo qui abrite ce festival qui se veut le creuset de développement des brassages culturels, ethniques, civiques et citoyens de la jeunesse ivoirienne. Ils sont plus de 700 festivaliers venus des 32 régions du pays. La cérémonie d'ouverture a été l'occasion pour le ministre de la Culture et de la Francophonie de revenir sur le thème de cette édition, le pain tissé, ma richesse. Nous voulons faire prendre conscience à la jeunesse de notre pays de l'importance du pain tissé. Et je veux les inviter à aimer cette richesse, cette beauté de notre terroir. Pour une population de 24 millions d'habitants, si seulement 1 million d'entre nous achetaient pour environ 100 000 francs chacun des habits, des serviettes, des nappes de table en tissu et pain tissé, ce sont environ 100 milliards de francs CFA qui sont injectés dans notre économie. Pendant 5 jours, avec ingéniosité et acharnement, 150 troupes seront en compétition dans 15 disciplines. Le théâtre, la peinture et la danse. Nous avons essayé d'allier tradition et modernisme, parlant du pain tissé qui est extrait du raffia. Je suis venu pour remporter, pour partir avec le premier prix. Ça, je suis sûr. Le Festival national Vacances Culture est créé en 1982. Il regroupe pendant les vacances scolaires les jeunes autour d'un thème bien précis, en vue de valoriser le patrimoine culturel ivoirien. Parlons de la 18e édition du Clap Ivoire qui a ouvert ses portes à la salle Majestic Ivoire. L'accent est mis sur la fiction documentaire et les courts-métrages. 10 prix sont en jeu avec notamment le Grand Prix Kodjo et Bouclé. David Soyo et Serge Koulia pour plus de détails. Ambiance musicale au cinéma Majestic Ivoire avant de planter le décor de la 18e édition de Clap Ivoire. Créé pour offrir une lucarne aux jeunes réalisateurs des pays membres de l'espace UEMOA, Clap Ivoire se veut la pépinière du cinéma ouest-africain. Pour cette édition, 8 pays sont représentés avec 16 productions, notamment des fictions, courts-métrages et documentaires d'une durée de 13 minutes qui seront soumis à l'appréciation du jury. Nous avons des prix à hauteur de 19 millions au total. Il y a lui et moi qui donne des prix à hauteur de 11 millions, dont le Grand Prix Kodjo et Bouclé et les prix sectoriels. 10 prix à glaner, mais celui qui fait tourner toutes les têtes reste le Grand Prix Kodjo et Bouclé, doté d'un montant de 5 millions de francs CFA. Je pense que j'ai le choix de remporter ce Grand Prix et Bouclé parce que mon film il est original. C'est un documentaire de création. Ça traite un peu l'histoire d'un cinéphile qui est nostalgique aujourd'hui, des salles qui étaient là auparavant, qui ont disparu. Je suis venu du Burkina pour présenter un film qui parle de l'environnement et la destruction de l'environnement par l'homme qui entraîne des catastrophes naturelles. Il y a de la qualité, on espère pouvoir gagner. À travers Clap Ivoire, le ministère de la Culture et de la Francophonie s'engage à déceler des talents naissants. La dernière édition de Clap Ivoire a été remportée par la réalisatrice sénégalaise Kadidia Tousso avec son film « Une place dans l'avion ». Rendez-vous le vendredi 7 septembre prochain pour connaître les lauréats de cette édition. Et hors de nos frontières, 2 personnes sont décédées de la fièvre hémorragique Ebola dans la ville de Butembo, ouvrant un autre foyer de contamination dans l'est de la République démocratique du Congo. Au total, 195 personnes ont été identifiées comme ayant été en contact avec ces 2 patients.
Au Soudan du Sud, pour terminer, 10 soldats ont été condamnés ce jeudi à des peines de prison pour l'attaque d'un hôtel à Juba en 2016, durant laquelle 5 travailleuses humanitaires étrangères ont été violées et un journaliste tué. Les peines vont de 7 ans de prison à la perpétuité. Retrouvez ce 20h sur notre chaîne YouTube et sur notre site www.rti.ci. Merci de votre fidélité et très bonne soirée à tous.